Vous écoutez France Culture. Et nous restons en place pour la dernière partie de la grande table, Caroline Brouis. Et nous recevons Anne Dufourmentel et Annette Vieviorca pour cette dernière partie. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Alors pour parler, il vaut mieux prendre un micro, ce sera plus efficace pour l'une comme pour l'autre. Anne Dufourmentel, vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous aviez écrit un éloge du risque en 2011 paru chez Payot. Votre dernier ouvrage pourrait donner l'idée d'une prochaine question de grande enquête à Jérôme Bouvier. C'était la puissance de la douceur. Ça nous ferait un peu de bien de parler de douceur. C'était en 2013. Annette Vieviorca, nous vous avons invité pour avoir un peu de profondeur historique. De la douceur, je ne suis pas sûre, mais au moins de la profondeur historique, puisque vous êtes historienne. Vous êtes directrice de recherche émérite à l'Université Paris 1, spécialiste du communisme et aussi de la mémoire de la Shoah, et notamment de l'histoire du camp d'Auschwitz. Et à propos de ce camp d'Auschwitz, vous venez de signer la postface d'un rapport qui est stupéfiant, qui est un témoignage exceptionnel, qui vient tout juste de paraître en français, qui s'intitule le rapport Pilecki. Est-ce que vous voulez bien nous dire en quelques mots ce qu'est ce rapport Pilecki ? Le rapport Pilecki, c'est le rapport que Witold Pilecki a écrit immédiatement après la guerre, avant de se réengager, et où il explique comment il a été volontaire pour être interné au camp d'Auschwitz, dans la première période du camp d'Auschwitz, qui était 1940, qui était un camp pour les Polonais, dans le but d'y organiser une résistance qui avait pour objectif de soulever les internés polonais et de pouvoir mettre fin à ce camp. Alors on sait bien que ça a échoué. En 1943, Pilecki, voyant que ce qu'il espérait n'était pas possible, s'évade, rejoint la lutte des patriotes polonais et combat dans l'insurrection de 1944 de Varsovie, se retrouve ensuite dans l'armée, et c'est au moment où il attend en Italie d'être affecté à une nouvelle mission dans la Pologne qui est en train de devenir une démocratie populaire, qu'il rédige pour son supérieur son rapport. Et il est finalement tué en 1948. Et il est finalement tué après un procès en 1948 par le régime communiste. Son corps disparaît et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où est son corps, alors que ce rapport est traduit donc en français. Pour la première fois, là, chez Pour Jean la première fois en français, mais de façon quasiment simultanée en Allemagne, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a non pas une découverte, parce qu'on connaissait l'existence d'abord on connaissait l'existence de Pilecki, de ce prisonnier volontaire à Auschwitz, mais jamais ce rapport n'avait été rendu public de cette façon-là. Et c'est un texte invraisemblable et un homme qui, effectivement, a, à 2 reprises, pris le risque de donner sa vie pour une cause qui était, et ça m'intéressait de voir la place particulière des Polonais dans le système des valeurs, qui était en fait la patrie. Et on sait très bien en Pologne que la religion et la patrie ont intimement partie liée. Et puis on a entendu tout à l'heure l'invité du journal parler de liberté, égalité, fraternité, Alain Krivine, qui disait oui, bon, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats de cette enquête Radio France, les valeurs mises en avant, ça n'est plus le triptyque de notre devise, c'est manifestement plutôt la solidarité, l'écologie et l'éducation. Anne Dufourmentel, quelle réflexion vous inspire ce changement ou ce glissement des valeurs dans les réponses? Alors, attention, 20 000 personnes, pas 300 millions non plus, mais quand même. Je voudrais juste dire un mot, d'abord remercier d'avoir découvert ce rapport, parce que c'est un texte absolument extraordinaire, et votre postface aussi. Et sur la question là de donner sa vie, ça me permettra de rebondir, ce qui est étonnant, c'est que cet homme, dès qu'il rentre dans ce camp, a l'idée non seulement d'y survivre, ce qui est déjà évidemment un exploit inouï, mais tout de suite d'organiser une résistance. C'est-à-dire que tout dépend de la manière dont le sujet se détermine dans une situation. C'est-à-dire par quoi il est porté
et comment sa lutte, son but, ses valeurs, évidemment, ne se limitent pas à sa seule survie. Or, aujourd'hui, on est quand même dans une... comment dire, on est dans une idéologie sécuritaire qui est absolument... qui, je trouve, a une toxicité phénoménale parce que elle ramène la vie et le vivant au seul sujet et à sa survie individuelle, au fond. Et je trouve que... c'est intéressant que le mot solidarité et écologie surgissent parce que c'est un des lieux qui est le plus attaqué, c'est effectivement le lien, c'est le rapport au lien à l'autre. Et qu'est-ce qu'on appelle une vie, donner sa vie? Ça, c'est... Antoine. Je voudrais juste revenir encore sur ce rapport, effectivement, Agnès Viborca, parce que là, il y a un moment très important, central, c'est la décision de se faire interner volontairement. Qu'est-ce qu'il a à ce moment-là dans l'esprit? Qu'est-ce qu'il pense pouvoir faire dans ce camp d'Auschwitz une fois qu'il aurait été interné? Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire, est-ce que ce geste a eu, par rapport à l'objectif de la prise de risque, en l'occurrence, est-ce que cet objectif a eu effectivement les résultats qu'il escomptait, ou est-ce qu'il a été pris, au contraire, dans l'enfer du camp, sans pouvoir vraiment agir? Je voudrais dire avant que ce sont les deux traducteurs, Ursula Isy et Patrick Godefard, qui ont apporté à l'éditeur Champvallon le rapport. Alors, ce qu'il espère, c'est monter une organisation de résistance. C'est un résistant. En 40, il faut voir quand même les décalages chronologiques. En 40, la Pologne a déjà disparu, est occupée, démantelée depuis une année. Et ça s'inscrit dans le projet du groupe de résistants auquel appartient Pilecki. Et ce qui est étonnant, c'est que dès le moment de son arrestation, il constate que sa volonté de lutte n'est pas partagée par les quelques 2000 autres qui sont raflés dans une rue de Varsovie en même temps que lui. Et il constatera tout au cours des 3 années qu'il passe à Auschwitz, que la volonté de résister n'est pas quelque chose qui est si commun. Et il monte de façon militaire un réseau de résistance. Donc on dit que à son acmé, le réseau comporte à peu près 800 résistants. Mais là, on a quelque chose qui me semble être très paradoxal et que l'on constate aussi au camp de Buchenwald, où ce sont les communistes qui montent le réseau de résistance dans le même objectif, c'est-à-dire de soulever le camp et de libérer les prisonniers. Surtout d'ailleurs ces prisonniers qui sont des combattants, qui sont des prisonniers politiques, qui sont des résistants, dont on espère qu'ils vont rejoindre la résistance. Eh bien, on s'aperçoit finalement que la survie va occuper l'essentiel de ces réseaux de résistance qui vont essayer d'obtenir des postes dans ce qu'on appelle la hiérarchie parallèle de détenus. Bon, le système des camps de concentration est très particulier parce que vous avez les SS qui sont globalement à l'extérieur du camp et qui font gérer finalement la vie des détenus par une hiérarchie parallèle. Et c'est finalement à cela qu'aboutit essentiellement l'organisation de résistance de Pilecki comme l'organisation de résistance à Buchenwald. Et il n'y aura pas de révolte à Auschwitz, il n'y aura pas de révolte à Buchenwald. Il y aura une révolte à Birkenau des gens du Sonderkommando, c'est-à-dire dans la partie du camp où la résistance polonaise est peu présente, et de gens pour qui la révolte est un moyen de mettre fin à l'assassinat, c'est-à-dire une révolte au seuil de la mort. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai l'impression que oui. Voilà. Que malgré tout, pour conclure, on peut dire que l'objectif qu'il avait au départ s'est trouvé que très partiellement atteint. Très partiellement atteint, ouais. Mais le témoignage sur ce qu'est les débuts du camp d'Auschwitz, c'est un témoignage formidable et on n'a rien de tel sur les 2 premières années, puisque nous, on connaît surtout le camp d'Auschwitz par les témoignages des survivants déportés à partir de 42-43, à partir de très 42, rarement avant. Voilà.
et pas quand c'était un camp de concentration pour Polonais. Si on fait un bond dans le temps et qu'on arrive aux années 2010 avec vous, Anne Dufourmentel, en se basant justement sur ce que vient de dire Annette Wiewiórka à propos de ce rapport Pilecki et de pourquoi il a fait ce geste fou. Ce geste fou ressemble à un sacrifice de soi pour les autres, sacrifice de soi pour la résistance, pour la collectivité, d'une certaine façon. Vous dites dans le livret de présentation de l'enquête qui a été réalisé par Radio France, vous dites qu'il s'agirait plutôt aujourd'hui de risquer la vie plutôt que de risquer sa vie, et que on est à cheval entre cette idée de risque et cette idée de sacrifice, avec une ambivalence du terme de sacrifice. Est-ce que vous voulez bien développer votre idée ? Oui, je disais la vie parce que ce qui me frappe quand on interroge les raisons ou les conséquences ou l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un sacrifice, c'est que précisément, qu'est-ce qui fait qu'une personne se considère vivante ? Souvent, la manière dont elle va se relier à sa propre vie a déjà disparu au moment où, c'est-à-dire que soutenir, peut-être pour cet officier, ou soutenir sa vie sans ce sacrifice n'a plus de sens. Ça n'est plus être en vie. C'est une manière d'être déjà mort. Et donc, ce qui n'enlève absolument rien à la force du geste. Hein, mais je veux dire, on met toujours la mort de l'autre côté et la vie du côté de celui qui la donne. Mais au fond, on peut aussi partir d'un lieu où on est à demi-mort, où on est déjà cerné par la mort. Et donc, le mouvement du sacrifice est aussi un aller vers la vie. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'on ne signifie pas assez. Il y a un philosophe tchèque qui s'appelle Patočka, qui a une pensée très très belle et forte sur ce qu'il appelle la vie dans l'amplitude. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand des êtres peuvent risquer leur vie, et il parle de la solidarité des éprouvés, c'est-à-dire que les deux lignes de front des soldats qui se font face sont finalement unies dans un même espace, peut-être davantage que séparés par le combat qu'ils mènent ou auquel ils sont ordonnés. Et sinon, alors, le rapport entre sacrifice et don de soi ou donner sa vie, moi j'ai le sentiment que le sacrifice, il vient souvent à partir d'un trauma non dit qui a été effacé. Et ce trauma, il n'est pas seulement individuel. Hein. Je pense qu'il y avait des conditions, par exemple en Allemagne, où l'Allemagne avait été aussi mise à genoux par les accords, enfin tout ça est assez... qui a produit en conséquence, en partie, le terrain d'un sacrifice ultérieur. Comme si le sacrifice était une manière de faire émerger le trauma comme tel. Il met sur une scène... sur un théâtre visible, quelque chose qui a été effacé, proscrit ou complètement passé sous silence. Annette Wiewiórka. Oui, je crois que quand même, il est important de regarder ces questions-là en les historisant un tout petit peu, parce que aujourd'hui, Pilecki ne ferait pas ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est une situation de guerre, une situation où le pays a disparu, une situation où la langue a disparu, une situation où la liberté a disparu. Et je crois que la question, comme elle se pose aujourd'hui dans une société comme la société française, qui est quand même, depuis la fin de la guerre d'Algérie, une société où il n'y a pas de guerre, on ne pose plus les questions de la même façon. Et pourquoi on ne vous répond pas la liberté ? Parce que la liberté, elle va de soi. Quel est le jeune aujourd'hui qui a le sentiment que sa liberté d'expression est contrôlée, alors qu'il passe son temps sur Facebook, Internet, et où il peut d'ailleurs outrepasser même les limites que la loi pose à la liberté d'expression. Donc je crois que toutes ces choses-là, il faut regarder les époques. Aujourd'hui, l'engagement, bon, vous aviez Alain Krivine, qui appartient à peu près à ma génération, mais je crois que pour un jeune, l'engagement, c'est pas la même chose. C'est le service civique, c'est les restaurants du cœur, c'est la CIMAD, c'est aider les amis qui sont en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des tas de modes d'engagement qui ne sont pas politiques, comme ils l'ont été dans les générations de 68 arts, mais où on ne donne pas sa vie, mais où on consacre, je ne sais pas comment on dirait, moi je ne suis pas philosophe, peut-être un bout de sa vie, enfin pas...
Voilà, donc je crois qu'il faut bien toujours voir l'époque. 14-18, ils ne sont pas partis pour donner leur vie. Ils ont été mobilisés, ils n'ont pas eu le choix. Une partie de ceux que certains célèbrent de la guerre d'Algérie, c'est justement ceux qui n'ont pas voulu donner leur vie dans une guerre qu'ils n'estimaient pas être une guerre possible. Et ce sont les objecteurs et les déserteurs. Voilà. Donc le baromètre, c'est la guerre. Voilà. Et puis vous avez des martyrs, parce que contrairement à ce que disait Alain Krivine, il y a aussi des martyrs. Par exemple, Yann Pallard, quand il se fait flamber, et quand vous aviez des bons au moment de la guerre d'Algérie qui se faisaient flamber, ben vous avez des gens qui donnent leur vie pour une cause, puisqu'ils comme les martyrs des religions, quoi. Mais est-ce que ça veut dire, ce que vous dites, Annette Viorca, qu'il n'y a plus tellement aujourd'hui de causes qui mériteraient justement ce geste fort, ultime, où la société étant ce qu'elle est, on peut dire que globalement, il n'y a plus tellement de raisons, c'est ça que vous nous dites ou... Non, il faudrait aujourd'hui, avec l'actualité, on serait quand même assez sot de dire qu'il n'y a pas de cause, puisque vous avez des gens qui ne donnent pas leur vie, qui prennent la vie. Parce que cela risque, effectivement, mais c'est d'abord des tueurs, hein, comme l'étaient les Brigades Rouges, enfin, ou la bande Abadère. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent le risque, mais le risque, ils le prennent d'abord en donnant la mort. Donc, j'aurais mauvaise grâce, vivant en France, dans un pays qui reste, malgré la crise, relativement prospère, et nous bénéficions de toutes les libertés, de dire qu'il n'y a pas de cause. Mais je pense que aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation qu'en 40. Si on prend par exemple les jeunes terroristes, entre guillemets, de la main-d'œuvre immigrée, ceux autour de l'affiche rouge, qui ont été exécutés des Allemands, on avait pris leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, qu'on avait déportés. Donc on comprend cet engagement extrême. Et aujourd'hui, on a plus de mal à comprendre d'autres engagements extrêmes, mais nous sommes ici. À Tiananmen, en juin 1989, il y a bien des gens qui ont donné leur vie pour la liberté en Chine. Et là encore aujourd'hui, voilà, sur, la place Taïwan, sur la place Tahrir, il n'y a pas si longtemps, et voilà. qui manifestent pour leur liberté voilà. Donc, et pour la démocratie. Absolument. Ça, on peut encore le faire. Anne Dufourmentel, sur cette évolution des causes et cette nécessaire historicisation. Oui, je pense que c'est extrêmement important de replacer chaque époque dans les déterminations qui sont les siennes, sinon on fait une bouillie, n'importe quoi. Cela dit, je serais peut-être moins sûre sur la liberté aujourd'hui. Il me semble qu'on est dans un régime de servitude volontaire. Ce que je vois de l'évolution du travail depuis 20 ans et des conditions de vie, de ce qu'on appelle vie, des êtres qu'on soumet aux normes réglées du libéralisme, c'est terrifiant. L'évolution de la psychiatrie est terrifiante. La manière dont on médique les gens pour ne pas les laisser du tout déraper dans une quelconque marge, ou moindre capacité je veux dire, donner sa vie pour une société qui met le travail en valeur absolue, ça se questionne. Et je pense que du combat, il en faut aujourd'hui plus que jamais. Et je ne sais pas, les moyens que vont inventer, je trouve que la génération de 20-30 ans est très inventive. Et j'espère que voilà, il y aura des manières de débusquer des oppressions qu'on intègre tellement comme voulues par soi-même au nom de la sécurité, qu'elles sont vraiment sous le régime de la perversion, je dirais. C'est peut-être pas pour rien, vous parlez de donner sa vie au travail, dans une société qui érige le travail en valeur absolue. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'on ne dit pas donner sa vie pour la gagner. On dit perdre sa vie à la gagner. On dit 99% des gens aujourd'hui perdent leur vie à la gagner. Donc le rapport de don à perte, et là je pense que la philosophe que vous êtes peut aussi réfléchir à cette question, est assez différent selon le point de vue qu'on a. Oui, tout à fait. Et la question de la perte, en effet, est très importante puisque les êtres sont maintenus dans un régime presque de non-vie ou de difficulté où ils s'en sortent juste la tête au-dessus de l'eau
pour ne pas perdre davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même pas l'idée même de gagner plus ou d'être plus libre, etc. C'est ne perdons pas le minimum vital qui nous permet. Et ça, c'est vraiment c'est des nouvelles formes d'oppression qui sont, mais qui sont proposées au sujet comme consenties par eux. Alors, ce qui est effectivement grave aujourd'hui, c'est de considérer que c'est pas tellement la situation elle-même que le fait que ce soit grave suscite quelque chose ou soit une situation qui provoque, qui engendre une réaction, comme si vous avez parlé de servitude volontaire. Donc ça veut dire quand même que s'installerait, selon vous, un système coercitif qui, finalement, a la puissance la plus grande qu'on puisse imaginer, puisque jusqu'à présent, tous les systèmes, malgré tout, suscitaient des réactions. Là, il y a la force d'empêcher. Comment ça fonctionne exactement quand même? Parce qu'on a du mal, on est des individus, on a du mal à le comprendre que ça fonctionne aussi bien. Parce que ça passe par la perversion du langage déjà, des termes. Hein, c'est un exemple idiot. On va appeler Pôle emploi l'organisme qui gère le chômage, mais tout est comme ça. C'est-à-dire que tout est renversé. Donc déjà, la pensée est attaquée là où elle peut penser, c'est-à-dire sur le langage. Et ensuite, je pense que de la même façon, on parle d'évaluation, ou on va vous évaluer dans un travail. C'est pas du tout une évaluation, c'est une critique, et on vous demande d'être autocritique en vous disant que ça vous servira, pour immédiatement s'en servir ensuite dans le prochain dossier qui sera... Enfin bon... Passons, mais voilà, ces nouvelles formes je dirais, d'oppression qui ne sont pas imputables à une censure X, à une personne, même à une volonté de plusieurs personnes, même pas des banques. C'est ça qui est difficile. C'est un système, je crois, qui s'autogénère, où la logique de l'objet est plus forte que tout, où elle doit être absolument fluide, où les êtres sont mis à des rangs, bon ça on l'a dit 1000 fois, mais à des rangs d'objets partiels d'ailleurs, même pas d'objets global. Et où cette fluidité, cette accélération du temps fait que personne ne doit freiner cette circulation, et qui permet à la société de générer ses propres bénéfices et la circulation des objets et ses ventes. Et il s'agit surtout de ne pas être un frein dans cet accélérateur général. Voilà, par exemple, la dépression est un frein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, médicaments, c'est le plus rapide, mais on voit que souvent ça ne marche pas. Donc... Aujourd'hui, un psychanalyste, comme je suis, j'allais dire, l'école et la société du travail nous envoient des personnes pour de très mauvaises raisons. C'est-à-dire, rendez-les, comme faisait l'armée avant avec ses soldats malades. Enfin, rendez-les nous réparés. Donc, on devient des agents de la normalisation, et se refuser à faire cela, et dire à une personne non, les médicaments peut-être pas, interrogez votre dépression, allez-y encore plus fort, parce que là il y a peut-être quelque chose qui va vous inciter à changer votre vie. Moi, je vous assure, c'est pas... Alors qui sont aujourd'hui justement les personnes qui ralentissent, à part les personnes déprimées comme vous dites? Est-ce qu'il existe malgré tout pas des pôles de résistance, puisque c'est malheureusement involontaire, mais ce sont des personnes qui ne rentrent pas, qui vont empêcher la liquéfaction complète? Où est-ce il y en a, heureusement, il y en a beaucoup. Par exemple, les historiens. Je veux dire, l'histoire, je pense, et il y a une idée de faire disparaître, je pense, l'histoire de manière très paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération de l'archive, mais un historien qui fait le lien entre aujourd'hui et hier, je pense, est un résistant, parce qu'on vit sur des temps... Annette Vieillard-Quin. Moi, j'aime bien quand on dit que les historiens sont des résistants. Et je le pense aussi. Et je le pense aussi. Et je pense qu'on est résistant pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a un rapport à la vérité et au langage. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse du langage. Il faudra aussi analyser le langage des politiques uniformisé avec les cabinets de com, ce qui fait que on a le sentiment que tout le monde dit la même chose et que ça ne veut rien dire. Et un rapport aussi au temps, c'est-à-dire d'expliquer d'abord notre propre temps de recherche, mais d'expliquer aussi que hier n'est pas demain, et que demain sera aussi différent aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, oui, je pense que dans le vrai travail de l'historien et dans l'enseignement de l'histoire au lycée, en espérant qu'il sera rétabli dans ses contenus un peu mieux qu'il n'avait été défait. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui permet effectivement de résister à l'uniformisation, à beaucoup de choses. Par quel phénomène, en quoi ce rapport à l'histoire permet-il de résister à ce que vous décriviez tout à l'heure? Anne Dufour-Mortel. Mais dans la mesure où je crois que, encore une fois, Internet et tous les moyens d'information aujourd'hui nous donnent accès, c'est vrai, à des archives et à des documents comme on n'en a jamais eu. Mais l'idée, c'est d'être dans le temps immédiat de la pulsion, de l'achat, de la réponse, de la circulation des biens, encore une fois. Et donc, qu'il n'y ait le moins possible de relations autrement que pulsionnellement, tiens, on va regarder tel document, telle archive, on va en faire son imaginaire. Ça, pourquoi pas? Ça serve la créativité, c'est très bien. Mais qu'il n'y ait pas d'interrogation réelle sur justement une vérité, ne serait-ce que d'un mot, d'une histoire, d'un mouvement, que cela... Voilà, ce travail en vérité et ce questionnement qui ne permet pas à la perversion sur les termes ou de dire tout est égal, tout revient au même. Oui, c'est un acte de résistance, de même le travail sur les langues anciennes, enfin beaucoup de choses de cet ordre. Chacun à son niveau fait de la résistance d'une certaine façon, Anne Dufour-Mortel, à ce compte-là. Mais vous parlez de perversion. Et effectivement, dans le texte de présentation de l'enquête que vous avez signé, auquel vous avez contribué, vous affirmez qu'une société qui n'accepte plus le risque est une société de la perversion. Et je voudrais vous poser une question qui vous reliera l'une et l'autre, puisque vous êtes d'accord pour dire que selon les époques, on n'a pas la même idée de la notion d'engagement, la même idée de ce que c'est que risquer la vie ou de risquer sa vie. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas trouver un point commun à toutes les époques? C'est l'idée que prendre des risques dans sa vie individuelle participe de la société. C'est-à-dire on fait société quand on s'engage, chacun à son niveau, quand on s'engage, mais dans sa vie de tous les jours, des petits gestes du quotidien qui vont changer l'ensemble. Et ça, quel que soit, c'est pas le grand engagement politique ou le grand engagement de cet officier polonais, Pilecki, dont on parlait au début de l'émission. Mais malgré tout, il existe toujours un micro-engagement qui est celui qui permet à la société d'exister. Anne Dufour-Mortel. Oui, bien sûr, mais on est cette société, chacun d'entre nous. Enfin, je veux dire, on y participe, on n'est jamais, d'une certaine manière, isolé. On est absolument engagé dès l'instant où on est au monde. Après, je pense que cette notion de risque, elle est tout de même, comment dire, ce sont des micro-risques qui font nos actes, qui font notre pensée, la manière dont on s'engage aujourd'hui. Mais il y a quand même aussi la question de relier la pensée et l'action. Enfin, je veux dire, cette interrogation sur qu'est-il important de penser et qu'est-ce qui régit notre action. Je trouve que là aussi, un certain mode du travail et de l'obligation de répondre jour après jour à des vies qui sont de plus en plus mises sous pression empêche cet espace-là d'exister comme tel. Il faut tout de même se déprendre un peu, accepter de perdre certaines sécurités pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager cette question du rapport entre l'action et la pensée. Anna Djevorka. Je ne sais pas, parce que bon, je suis pas philosophe, donc je réfléchis, et je suis historienne, sur la société actuelle de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est aussi beaucoup d'insécurité. C'est-à-dire dans les générations des jeunes, des 20-30 ans, ils vivent avec intériorisé l'idée de la précarité. Et ce qu'ils inventent, c'est des formes de solidarité, par exemple, dans leur façon de se loger. La colocation, ça n'existait pas de mon temps. Mais je crois que finalement, il y a peut-être la sécurité,
mais il y a aussi peut-être l'insécurité qui fait que leurs vies sont des vies où ils hésitent, où ils prennent peut-être plus de risques et où ils sont peut-être plus solidaires dans leur génération, je parle des jeunes, que les aînés qui avaient des grands projets politiques l'étaient en réalité. Tout le monde veut mourir comme des martyrs, mais mourront sur des idées bien accordées. Georges Brassens, Hugo Trump, mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallier à la foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril dans la demeure, allons vers l'autre monde en flânant chemin. Bonjour Raphaël Bourgois. Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. C'est sur une reprise de Mourir pour des idées de Georges Brassens que je vous donne la parole pour vos idées au quotidien, la chronique du jour, et vous posez cette question: faut-il encore définir l'homme ? Oui, et si ce dont on parle aujourd'hui, la capacité à risquer librement sa vie, ce mélange d'engagement personnel au nom des valeurs supérieures et de tentative de maîtriser sa mort, et si c'était le propre de l'homme ? La question peut surprendre, on ne s'interroge plus vraiment sur ce qui définit l'homme aujourd'hui, peut-être encore au cours des débats éthiques, en réaction au progrès de la médecine et aux évolutions sociales qui en découlent, la possibilité de décider de la vie ou de la mort, mais guère plus. Ça va même plus loin, on ne se contente pas de ne plus poser cette question autrefois banale, on trouve louche de le faire. C'est en tout cas ce qu'affirme la revue Le Débat, qui consacre son dernier numéro à un dossier: définir l'homme. Alors pourquoi poser cette question est devenue louche ? Parce qu'on n'aime pas aujourd'hui tout ce qui essentialise. Définir l'homme, et pourquoi pas définir la femme, l'homosexuel, le noir, le juif, on sait où ça nous mène. Toute question qui commence par « qu'est-ce que » est d'ailleurs suspecte. Ce serait même un contresens. Est-ce que la modernité ne nous apprend pas qu'aucune réalité n'est constituante, universelle ni clairement déterminée ? Est-ce que Darwin ne nous dit pas que l'homme est un animal comme les autres, haro sur toute approche fixiste ? Le philosophe Francis Wolff se lance pourtant dans une définition, dans une tentative de définition, et pose en ouverture du débat la question de l'homme aujourd'hui. Dans cet article, Francis Wolff fait un peu d'histoire des idées, montre comment, à son sens, l'histoire de la pensée tente à refuser l'homme. Il décrit ainsi le chemin parcouru par les sciences humaines entre naturalisme et biologisme, entre culturalisme et structuralisme, comment elles se sont peu à peu passées du concept d'homme. On pourrait pourtant en attendre au moins des limites floues, si ce n'est une définition, mais l'homme n'est pas l'objet des sciences humaines, nous dit Francis Wolff. D'un côté, le postulat culturaliste affirme qu'il n'y a pas d'essence d'homme parce que la réalité humaine est en deçà de l'homme. Il n'est rien en soi, mais assujetti à sa psychologie, ses origines sociales, son histoire. À l'inverse, le postulat naturaliste, qu'on appelle aujourd'hui plutôt cognitiviste, définit la réalité humaine au-delà de l'homme, par son esprit par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ni les structures ni l'esprit ne sont propres à l'homme. Pour citer Francis Wolff, dire l'homme, c'était hier trop dire, il fallait dire l'inconscient, le langage, la symbolique. Dire l'homme, c'est aujourd'hui dire trop peu, il faut dire l'esprit-cerveau, l'animal, le vivant. Et ça ne satisfait pas cet auteur d'une philosophie de la corrida qui aime bien penser contre l'idée que l'homme est un animal comme les autres. Il veut au moins montrer la possibilité de remettre l'homme au centre, d'en refaire un héros contre ce qu'il estime être un anti-humanisme. Wolff revient dans la dernière partie de son article sur les vieux concepts philosophiques de conscience et de raison. L'homme est homme parce qu'il est capable de science et de morale. Alors après la lecture de cet article, on se dit que la liberté de s'engager et de risquer sa vie est une bonne définition de l'homme rationnel et conscient. Mais faut-il absolument exercer cette liberté pour être homme? La question reste ouverte. Merci Raphaël Bourgois, merci à vous Anne Dufourmentel et merci beaucoup Annette Vieviorca d'avoir participé à cette émission. À la technique, c'était Andreas Jaffray, Bernard Legac, Gilles Manet et Benjamin Perru. Juste un mot pour vous dire que vous pourrez assister le lundi 16 juin à 20h à l'Opéra Comique à Paris à une soirée spéciale Je vous écris de Syrie avec des textes écrits depuis le début de la Révolution et 4 des anciens otages dont Édouard Elias seront présents. Une soirée animée par Florence Aubenas. Le chargé de production ici aujourd'hui au Théâtre du Rond-Point à Paris, c'était Jean-Christophe Perrin.